suis thérapeute depuis plusieurs années maintenant. J'accompagne des gens depuis une vingtaine d'années dans la relation d'aide, en individuel, en groupe aussi dernièrement. Et bien, j'ai plusieurs techniques à ma disposition. Bien sûr, je me suis formée à l'hypnose, au rêve éveillé. Mais si tu veux, maintenant, c'est surtout mon parcours de vie qui fait que je peux accompagner les autres. C'est parce que je suis tombée dans plein de pièges, c'est parce que j'ai rencontré plein de difficultés que je m'en suis sortie, que j'ai cherché toutes les pistes pour m'en sortir, que je suis tombée effectivement dans certains trous, dans certaines crevasses, que maintenant je connais bien le parcours. Et pour moi c'est un peu naturel, à partir du moment où j'ai fait le chemin, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tomber, c'est sûr que je ne vais pas rester à côté et puis passer mon chemin, quoi. Dans mon parcours, il y a surtout Darpan, même s'il y a eu plusieurs autres maîtres, mais c'était surtout Darpan pour moi qui a été important, donc je me réfère beaucoup à lui. Lui-même avait suivi l'enseignement de Barry Long, donc voilà, du coup je vais reprendre un peu ces termes, puisque moi maintenant c'est mon vocabulaire aujourd'hui. Et c'est vraiment avec lui, ce que j'ai trouvé, c'est énormément de points de repère, parce qu'on est dans une société où tout est faussé en fait. Et même si j'avais fait 20 ans de thérapie, c'est pas ça finalement qui m'a aidée. C'était vraiment d'avoir ces repères-là, de pouvoir éclairer les mécanismes, de ne pas retomber dans, comment je pourrais dire, mes habitudes ou mes mécanismes en fait. Donc Darpan, je l'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant, j'ai suivi ses enseignements et j'ai aussi fait donc la formation sur 2 ans qu'il propose. Donc là c'est une formation ressenti thérapeutique, c'est justement suivre sa propre intuition, son propre ressenti pour pouvoir accompagner l'autre. Ce que je me rends compte, c'est que ça me rend témoin de l'intelligence de vie. Alors l'intelligence de vie pour moi c'est cette espèce d'intelligence mystérieuse qui organise tout, qui a créé nos corps, qui est une intelligence incroyable, démentielle on pourrait même dire. C'est cette intelligence de vie qu'on ne peut pas voir, comme je te disais, c'est un peu comme le vent, on ne peut pas voir le vent, on peut juste voir la feuille qui est arrachée par le vent et qui tombe selon la direction du vent, mais on ne peut pas voir l'intelligence de vie, c'est invisible. Et dans cet accompagnement des personnes, ce qu'on va voir, c'est comment les situations de vie s'enchaînent, comment elles s'imbriquent, les synchronicités, les rencontres, les situations qui vont faire que la personne se retrouve dans une espèce de scénario duquel une prise de conscience va émerger. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on souffre? Alors que ce soit une petite souffrance, quelque chose d'inconfortable, ou quelque chose de récurrent, ou quelque chose même d'insupportable. Alors évidemment, plus ça va être insupportable, et plus ce que je vais dire va être valable. Et je parle bien de la souffrance psychique, je ne parle pas de la douleur physique, même si, bien sûr, il y a des correspondances. Mais quand on souffre, je disais que la première chose, c'est qu'on a envie que ça s'arrête. Et on a envie que ça s'arrête tout de suite. Et ce tout de suite, en fait, il va conduire les gens à rechercher ce que j'appelle moi des baguettes magiques. C'est-à-dire à aller vers des personnes qui vont promettre une solution toute simple, ou des personnes qui vont juste être là pour écouter, pour nommer la souffrance. Voilà. Et ça donne un peu une impression de soulagement sur le coup. La personne se sent rassurée parce que c'est ce dont elle a besoin, d'être entendue, mais ce n'est pas ces personnes-là qui vont l'aider à régler son problème. Et de fil en aiguille, donc elle va être soulagée, et puis le problème va revenir, donc elle va y retourner, puis elle va être soulagée, et puis le problème va revenir, et elle va y retourner, elle va être soulagée, etc. Et finalement, le problème il est effleuré, et il n'est jamais vraiment rencontré. Et j'avais justement l'autre jour cette personne qui me disait « Mais Nathalie, ça marche pas, ce que tu me dis ça marche pas ». Et je lui disais « Oui, mais attends, la guérison c'est un processus, ça prend du temps ». Et je lui donnais cet exemple
C'est comme si tu avais mal à la gorge, tu avais une angine, c'était très douloureux, et le médecin il te donne un antibiotique, et toi tu mets l'antibiotique dans la bouche, et au bout d'une seconde tu dis non ça marche pas, j'ai toujours mal à la gorge, et tu recraches le médicament. Et après tu essayes avec un autre, et ça marche toujours pas au bout d'une seconde, donc tu recraches. Et à la fin ce qui se passe, c'est qu'on en conclut que finalement il n'y a rien qui marche, il y a un désespoir qui s'installe, et finalement on ne sait plus où aller. Et moi tout ce que je dis c'est non, ça va marcher, mais pas tout de suite. Et c'est vrai que ce pas tout de suite, il est difficile à entendre quand on souffre. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut effleurer le problème pendant 20, 30, 40, 50 ans, comme des fois je le vois? Ou est-ce qu'il faut aller le rencontrer et des fois en 10 minutes, 1 heure, il est réglé? Et après on est libre. On va rencontrer le problème, c'est pas agréable sur le moment, mais ça se traverse et après on est libre. On n'a plus à s'en occuper. Quand on souffre, très souvent on veut comprendre. On pense que quand on va comprendre pourquoi on souffre, on va avoir la solution. Parce qu'en fait, on est éduqué, on a fait des mathématiques à l'école, quand il y a un problème, on réfléchit, on résout le problème. Et le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça dans la vie intérieure. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, plus on va chercher à comprendre, et plus on va tourner en rond en fait. Parce que la solution, elle ne va pas venir du mental, elle ne va pas venir de notre compréhension. Donc même si on connaît l'origine du problème, moi c'est quelque chose que je rencontre souvent, des gens qui me disent mais je sais pourquoi je vais mal, c'est parce que dans mon enfance, il y a eu ceci, il y a eu cela, il s'est passé tel événement. Mais c'est toujours, le problème il est toujours là. Même si on sait le problème il est toujours là. Donc on voit bien que ça passe pas par là. C'est autre chose. Et ce cheminement de la vie intérieure, personne ne nous l'a appris. Il est compliqué, il est truffé de pièges qui sont nos propres mécanismes en fait. Et c'est justement l'éclairage de ces mécanismes qui va faire qu'on va les voir, qu'on va en prendre conscience et qu'on ne va pas tomber dedans. Entre les pièges, les bombes qu'on se met tout simplement pour protéger, pour éviter de souffrir à nouveau. C'est souvent la peur de souffrir à nouveau qui nous conduit en fait à mettre en place tous ces mécanismes. Alors par rapport au couple, je lisais l'autre jour sur Facebook quelque chose qui est très qui est très présent chez les gens, à savoir que quand on construit un couple au début c'est formidable, l'amour est très fort, et puis petit à petit avec le temps l'amour diminue, et puis un jour on se rend compte que ça va plus parce que l'amour est plus assez là, il est plus assez vibrant, il est plus assez fort. Et moi je me dis mais de quoi on parle? Est-ce que l'amour il peut diminuer? Quand on aime le chocolat, quand ça fait 10 ans que vous mangez du chocolat, est-ce que vous aimez moins le chocolat quand vous voyez votre bonne glace avec le chocolat chaud qui dégouline dessus? Je suis sûre que ça vous fait toujours envie. Donc soit on aime, soit on n'aime pas, mais on ne peut pas aimer moins en fait. Donc quand on parle de quelque chose qui diminue, ça veut dire qu'on ne parle pas de l'amour. Et dans la société dans laquelle on se trouve, je pense que le couple, je crois que c'est le lieu où il y a le plus de fausses infos véhiculées. On est complètement perdu là-dedans. Et pour moi, ça a été vraiment très important de mettre tous ces repères et de distinguer le faux du vrai. Et par exemple, là, c'est un cas classique, c'est plutôt la passion. On a confondu l'amour avec la passion. Mais si on ne comprend pas ça, petit à petit, on va se dire, ok, c'est peut-être le partenaire qui n'est pas le bon. Donc je vais prendre un autre partenaire. Et puis à nouveau, il y a la même chose qui va se répéter. Et puis au bout de 2 ou 3 fois, qu'est-ce qui se passe? On se dit, l'amour c'est pas fiable, c'est pas terrible, et je me désintéresse de l'amour. Alors qu'en fait, non. C'est pas l'amour qui diminue, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est quelque chose d'autre. Mais on confond. Donc après, si j'ai confondu, je vais plus aller avoir envie, je vais me replier, et puis je vais pas être bien, parce qu'en fait, au fond de moi, j'aspire à l'amour. Alors quand je fais des séminaires sur le couple, l'idée c'est vraiment de faire le point. Déjà, où est-ce qu'on en est sur cette question, alors qu'on soit en couple ou célibataire, qu'on vienne avec son conjoint ou pas, ou qu'on vienne seul.
L'idée, c'est de faire le point, où est-ce qu'on en est déjà par rapport à cette question-là. Après, ça va être d'explorer plein de domaines, par exemple les croyances, d'explorer le rapport à l'autre, d'explorer comment aussi, alors quelque chose qui me vient aussi, il y a beaucoup d'idéal dans cette question du couple. Et finalement, pour m'ouvrir à l'amour, moi ça a été de faire tomber tous les idéaux que j'avais. Alors ils sont nombreux dans la tête d'une petite fille qui grandit et qui expérimente la relation. J'ai créé un groupe qui s'intitule Pour une vie de couple épanouissante, et j'ai un ami qui me disait tu devrais mettre épanouie, c'est plus court. Et je lui dis non, épanouissante, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui se construit à deux. Et on va pas tendre vers une vie de couple épanouie. On va plutôt voir comment, quand dans une vie de couple il y a des épreuves, comment on les dépasse. Et parce que dans la vie de couple, il y en aura toujours. Il y aura toujours des conflits. Ça va jamais être comme sur une ligne, au top du top, tout le temps. C'est pas possible. Donc c'est plutôt de voir comment on accompagne ce mouvement et surtout quel sens on y donne. Ça, c'est fondamental, quel sens on y donne. Parce que vous avez des couples qui se construisent sur des valeurs différentes, et c'est ça finalement en filigrane qui fait que la relation à un moment donné ne marche plus. Et voilà, ou des fois il faut juste remettre les choses en ordre, ou parler des non-dits, ou voilà, il faut vraiment communiquer, mais ça aussi on ne sait pas communiquer de manière authentique. Sur la base de l'amour. Sur la base de l'amour. Exactement.